Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 17e session du Jeudi d'Onco-Occitanie consacrée aujourd'hui à l'odontologie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Brousse, chef de projet soins oncologiques de support au DSRC Onco-Occitanie. Donc avant de vous présenter le programme de ce jour, nous vous rappelons quelques consignes pour le bon déroulement de ce webinaire qui est enregistré pour vous proposer un replay. Alors, par défaut, les caméras et les micros sont automatiquement désactivés. Pour échanger pendant la session, utilisez l'espace conversation. Pour tout problème technique éventuel que vous rencontreriez, vous pouvez contacter Solène. Le numéro s'affiche, je pense, au 05 31 15 65 07. Alors, pour plus de confort pour vous et voir les intervenants, tout le monde, vous pouvez activer votre mode galerie. Le webinaire est enregistré, je l'ai déjà dit. Donc, un replay sera disponible dans quelques jours. Pour la qualité des échanges et du replay, vos micros sont systématiquement coupés et surtout lorsque vous pourrez intervenir à l'issue de la session, lorsque vous pourrez interagir avec les participants, il faudra penser à désactiver votre micro pour ne pas qu'il y ait d'écho. Ensuite, en fin de session, vous allez avoir la possibilité de répondre à un questionnaire. C'est important pour nous, ça nous permet de connaître votre avis, vos suggestions pour nous améliorer. Donc, je vais peut-être vous présenter tout de suite le programme de la session qui sera consacré à la santé bucco-dentaire des patients atteints de cancer. Donc, dans un premier temps, on vous parlera de la prise en charge pré-thérapeutique. C'est le docteur Caroline de Bataille qui va intervenir. Elle officie à l'Oncopole. Puis, dans un deuxième temps, on abordera la prise en charge post-thérapeutique. Et là, c'est le docteur Delphine Comtesse qui interviendra. À l'issue donc des deux présentations qui vont être déroulées en suivant, vous pourrez interagir directement avec les participantes. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet de conversation. Nous les recueillerons et nous les relayerons. Je vous souhaite une bonne session du jeudi d'Onco-Occitanie. Je laisse la parole au docteur Caroline de Bataille. Merci. Merci à vous. Alors, je fais le petit point technique. Donc, normalement, là, vous devez bien voir. Donc, je suis le docteur Caroline de Bataille. Je travaille à l'Oncopole en tant que praticien hospitalier et j'ai aussi une activité en libéral. Donc, on va aborder aujourd'hui le sujet avec le docteur Comtesse du maintien de la santé bucco-dentaire en oncologie. Tout d'abord, j'aborderai la prise en charge pré-thérapeutique, puis je laisserai la parole au docteur Comtesse pour les conseils post-thérapeutiques. Tout d'abord, je voulais faire un petit point sur les différentes thérapeutiques anticancéreuses qui existent, qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a la radiothérapie. Il faut savoir que la radiothérapie actuellement a fait des progrès par rapport à il y a une quinzaine d'années, car maintenant nous avons des thérapeutiques par radiothérapie qui sont plus ciblées. Ils sont en modulation d'intensité, ce qui va leur permettre de cibler beaucoup plus les lésions cancéreuses avec les rayons et donc d'épargner un petit peu plus les tissus environnants afin de limiter au maximum les toxicités. La chimiothérapie, il y a maintenant aussi les thérapies ciblées qui sont souvent administrées sur le long cours, l'immunothérapie qui dans les cancers orofaciales est surtout utilisée en deuxième ligne thérapeutique et lorsqu'il y a d'autres aussi localisations cancéreuses. L'hormonothérapie qui se voit beaucoup dans la prise en charge du cancer du sein et l'hormonothérapie, souvent, c'est administré sur 3 à 5 ans, voire et parfois c'est renouvelé. Et ensuite, les greffes. L'ensemble de ces traitements vont avoir des toxicités au niveau de la cavité buccale. La radiothérapie
ça va être forcément au niveau de la cavité buccale que la radiothérapie ORL, puisque la radiothérapie entraîne des toxicités sur les tissus qui sont traversés. Elle ne va pas pouvoir créer de toxicité sur les tissus qu'elle ne traversera pas. Et ces toxicités vont souvent être à long terme parce que les lésions qui ont été engendrées au niveau des tissus vont rester à vie. Donc, ça va entraîner des toxicités, nous allons le voir, au niveau muqueux et aussi au niveau osseux à vie. Là où les rayons auront traversé le tissu osseux, on aura des défauts de cicatrisation et des possibilités de complications de cicatrisation par des problèmes de nécrose. Ensuite, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et l'hormonothérapie, ces thérapeutiques-là vont avoir des toxicités à court et moyen terme, essentiellement pendant les traitements. Et avec la chimiothérapie, on peut avoir une petite rémanescence et des toxicités qui se poursuivent malgré l'arrêt des thérapeutiques, notamment au niveau de la toxicité salivaire. Dans les toxicités qui vont apparaître de façon précoce et qui vont pouvoir durer dans le temps, on a les manifestations au niveau de la muqueuse, ce qu'on appelle la mucite, qui ressemble à des aftes et qui se voit avec la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, des réactions lichenoïdes qui vont pouvoir être visibles avec l'immunothérapie, l'hormonothérapie et la réaction du greffon contre l'hôte qu'on va pouvoir observer chez les patients greffés qui là aussi se manifesteront sous la forme de réactions lichenoïdes. Dans de très rares cas, on va avoir des surinfections opportunistes qui peuvent être candidoses et herpétiques, sachant qu'il y a, on va le voir, très peu de candidoses et souvent ce sont des surinfections herpétiques qui peuvent se voir surtout en chimiothérapie, quand les patients ont une chimiothérapie qui est très aplasiante. Il n'y en aura pas en radiothérapie. Et enfin, les modifications salivaires, qui sont à la fois qualitatives et quantitatives, qui arrivent souvent de façon très précoce et qui perdurent longtemps. La radiothérapie, ça sera presque à vie. Et pour les autres thérapeutiques, le temps des thérapeutiques, sauf la chimiothérapie, où il y a une petite rémanescence. Donc tout d'abord au niveau des mucites. La mucite, c'est donc une inflammation de la muqueuse qui va se manifester tout d'abord par un érythème, puis après une ulcération. C'est dans sa physiopathologie, la mucite, elle va guérir spontanément. Mais normalement, elle guérit spontanément en 20 jours. Mais là, nous sommes avec des patients qui ont de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et les séances de radiothérapie sont présentes tous les jours. Donc, on va avoir un retard de cicatrisation qui peut s'observer chez ces patients-là, puisque chaque jour, il y a l'élément causant qui rajoute toujours une petite dose. Les mucites, c'est 90% chez les patients atteints de cancer oropharyngé qui ont radiothérapie plus ou moins chimiothérapie. Ensuite, il va y avoir différents grades. Le grade 1, 2, 80%, et le reste, ce sont les grades 3, 4. On a deux classifications, l'OMS et la NCCTCAA, qui ont classé les mucites par rapport à l'aspect clinique, mais surtout par rapport à l'impact sur la qualité de vie orale et la qualité de vie générale. On va avoir à partir du grade 2, du grade 2-3, une modification de l'alimentation, surtout de la texture de l'alimentation, et des douleurs qui vont être de plus en plus importantes, qui peut aller jusqu'au décès en grade 4. Et quand on arrive au grade 3, 4, ce qui est très embêtant, c'est qu'il va y avoir un impact important sur la nutrition et donc la dénutrition des patients, puisqu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés à s'alimenter. Ils seront aidés par des sondes nasogastriques ou des gastrostomies. Et il peut y avoir, dans de très rares cas, mais ça peut arriver, des interruptions de traitement, ce qui va entraîner donc un retard dans leur prise en charge. La mucite, c'est un réel fardeau parce que ça peut avoir un impact très important en fonction de la sévérité de cette mucite. Donc,
Comme je vous l'ai dit, elle va guérir spontanément, donc on n'a pas de prise en charge curative de la mucite. Au niveau international, on a des recommandations pour les traitements préventifs et symptomatiques, parce que le but dans la mucite, pour nous, quotidiennement, c'est de soulager les patients pour leur permettre d'arriver à la fin des traitements dans le meilleur état de santé possible, avec le moins de douleur possible et avec le moins de perte de poids possible. Au niveau international, on n'a pas de consensus. Il y a uniquement des suggestions, à savoir que ces suggestions, notamment la glutamine orale, elle n'est pas disponible en France et on ne l'utilise pas en France. Quant au laser basse énergie, c'est très peu utilisé. En tout cas, nous, à l'Oncopole, on ne l'utilise pas car on ne peut pas se permettre de voir tous les patients tous les 3 jours pour laseriser les bouches au niveau de notre emploi du temps. C'est tout simplement impossible. Et ensuite, il y a des non-recommandations. Donc, pas de chewing-gum, pas de chlorhexidine, pas de sucralfate, mais il n'y a pas de consensus. La prise en charge est donc souvent très centre-dépendant. Il ne faut pas réaliser de potions, pas de mélange, mais tout le monde s'accorde sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et l'éducation du patient à cette hygiène bucco-dentaire avec un suivi bucco-dentaire régulier. Plus la bouche va être propre, moins elle va être douloureuse, moins il y aura de mucites et moins les mucites surtout seront de sévérité importante. Donc c'est vraiment très important qu'il y ait une hygiène bucco-dentaire très efficace. Donc ici, je vous ai mis différentes mucites. Donc ici, c'est sous radiochimiothérapie. Ici, nous voyons que c'est un lambeau, c'est post-chirurgie avec une chirurgie reconstructrice par lambeau. Ici, pareil, en face interne de joue, une radiochimiothérapie. Ici, vous voyez que la mucite est assez étendue et certainement un peu plus douloureuse parce que en face, on a une dent qui déjà est métallique. Donc, comme vous le voyez ici, ça crée un phénomène de surchauffe avec les rayons. Et en plus, elle est mal nettoyée, elle a beaucoup de plaques, ce qui entraîne une aggravation de la sévérité de la mucite. Ensuite, ici, où vous voyez que ça prend au niveau oropharyngé, en face interne de joue, là aussi, il y a une couronne métallique qui entraîne une surchauffe supplémentaire. Et ici, c'est une mucite sous thérapie ciblée. Souvent, elles sont assez petites, mais elles n'en sont pas moins douloureuses. Les surinfections opportunistes, comme je vous le disais, elles sont très rares et souvent liées à un manque d'hygiène et à une baisse importante de défense immunitaire. Moi, ça fait 15 ans que je suis à l'Oncopole et des candidoses, j'ai dû en voir 1 ou 2 de candidoses vraies. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très rare. Souvent, on va avoir une surinfection herpétique chez les patients qui vont être très fatigués, avec une baisse importante des défenses immunitaires et encore jamais en radiothérapie, surtout quand il y a de la chimiothérapie associée. Ici, je voulais vous montrer quelques réactions lichenoïdes avec lors de la réaction du greffon contre l'hôte, parce qu'on peut le confondre, par exemple, avec une candidose. En effet, ici, sur la face dorsale de la langue, vous pouvez voir des dépôts. Ces dépôts ne s'enlèvent pas et ne se décrochent pas. Donc, ils sont vraiment liés à la réaction du greffon contre l'hôte. C'est souvent associé aussi à une xérostomie. Donc, vous voyez ici la langue qui souffre de cette sécheresse buccale. Ici, on voit les lésions lichenoïdes au niveau de la face dorsale de la langue. Et ici, on en voit aussi en face interne de joue. Les modifications salivaires font partie des toxicités précoces qui peuvent par la suite perdurer dans le temps. Il va y avoir des modifications à la fois qualitatives et quantitatives. Ces modifications vont entraîner une modification de l'écosystème buccal et va donc diminuer les défenses, puisque la composition de la salive sera modifiée, il y aura moins de cellules de défense, donc les tissus seront moins protégés
tant les tissus dentaires que muqueux. Il va donc y avoir une augmentation du risque carieux et parodontal, un nettoyage qui est perturbé du fait de la modification du flux salivaire, la perturbation aussi de l'insalivation du bol alimentaire et donc de la première phase de déglutition, ce qui va avoir des conséquences au niveau de l'alimentation, dans les types d'aliments qu'ils vont pouvoir manger, dans les textures, mais aussi dans la déglutition et dans l'élocution, puisqu'il va y avoir le temps de parole qui va être diminué. Et quand on a la bouche sèche, on a souvent du mal à parler parce qu'on a les muqueuses qui se collent entre elles. Cela va aussi entraîner, comme je vous le disais, un auto-nettoyage qui est perturbé et donc ce sont des patients qui vont devoir des fois se nettoyer encore plus les dents parce qu'on a la plaque dentaire qui va vraiment venir coller sur les dents et les muqueuses. Et ça va entraîner une dysgeusie. Le docteur Comtesse reviendra sur ces modifications salivaires car ce sont des modifications qui perdurent dans le temps. Au niveau de la prise en charge, avant les traitements, il est essentiel que tous les patients aient un bilan bucco-dentaire clinique et radiologique pour identifier et éliminer les foyers infectieux avérés ou potentiels. Éduquer le patient à l'hygiène bucco-dentaire pour la prévention des toxicités et déjà instaurer un suivi bucco-dentaire. Pendant les traitements, nous, on voit les patients de façon très régulière avec nos assistants dentaires pour des soins de bouche, pour un suivi. Et pour certains patients, on a besoin de les voir chaque semaine si on voit que l'hygiène n'est pas assez efficace. Et elles font des soins de bouche chez ces patients. Donc l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire, elle se poursuit à chaque séance pour vraiment éviter qu'il y ait des toxicités trop graves. Et ensuite, en post-traitement, toujours l'éducation pour l'hygiène bucco-dentaire, avec un suivi bucco-dentaire qui va être régulier, notamment en cabinet de ville, car nous, à l'Oncopole, on intervient uniquement pour la spécificité, mais pour les suivis par la suite et pour les soins dentaires qui peuvent être réalisés en cabinet, nous n'avons pas le temps et nous n'avons pas de valeur ajoutée à le réaliser sur l'Oncopole. Et bien sûr, la prise en charge en post-thérapeutique, des séquelles, des fois il y aura besoin de rééducation, de réhabilitation. Un petit point sur les recommandations que nous délivrons aux patients par rapport à l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire. C'est vraiment quelque chose de clé chez nous et de très important. Donc, c'est le nettoyage avec une action mécanique de l'ensemble des surfaces dentaires et des muqueuses. Pour le nettoyage des muqueuses ou quand la bouche est trop douloureuse pour le nettoyage des dents, ils peuvent utiliser des petits bâtonnets. Ensuite, il y a bien sûr la brossette interdentaire, le gratte-langue, l'utilisation parfois de jets dentaires qui s'avèrent nécessaires et ensuite les différentes brosses à dents manuelles ou électriques. Et bien sûr, la brosse à prothèses pour le nettoyage des prothèses qui est essentiel et aussi des boîtes dans lesquelles ils mettent les prothèses. Les bains de bouche que nous recommandons, c'est la glycotimoline parce qu'il n'y a pas d'alcool, c'est à base de thym. Donc, c'est pas du tout agressif. Et ensuite, le bicarbonate, directement le bicarbonate alimentaire dilué dans de l'eau. À faire sur le moment, jamais mélanger les produits parce que sinon ils sont plus actifs. Et le bicarbonate, c'est à faire 6 à 8 fois dans la journée. Le brossage, ça, c'est l'action mécanique de l'ensemble des dents, des surfaces interdentaires, la langue. Voilà. Ici, vous pouvez voir une bouche qui est sale avec beaucoup de dépôts. Et ça, ce sont des bouches qui sont douloureuses. Encore une fois, ici au niveau de la langue, ça, c'est des choses que nous pouvons gratter et qui sont très faciles à éliminer. Ce n'est pas de la candidose. Mais vraiment, il faut une bouche très propre pour qu'il y ait le moins de toxicité possible et que le patient puisse aller jusqu'au bout de ses traitements avec le moins de douleur possible et le plus de chances de survivre. Donc, en conclusion par rapport à cette prise en charge pré-thérapeutique, dans toutes les
quelle que soit la prise en charge anticancéreuse du patient, il y aura les mêmes recommandations. Toujours un bilan bucco-dentaire, clinique et radiologique, avec un suivi régulier et l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire qui est très importante. Nous, au centre anticancéreux, à l'Oncopole, pendant les traitements, on va en plus essayer de contrôler la douleur et de prévenir les surinfections. Merci beaucoup, docteur Caroline de Bataille. Donc, nous passons au sujet suivant avec docteur Delphine Comtesse. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Delphine Comtesse, maître de conférence des universités et praticien hospitalier au CHU de Toulouse en réhabilitation orale et je travaille depuis environ 2 ans avec l'équipe de l'Oncopole. Alors, pour compléter la présentation du docteur de Bataille, et concernant la prise en charge post-thérapeutique pour maintenir la santé bucco-dentaire en oncologie, je vais donc aborder ces conseils post-thérapeutiques sur 3 points. D'une part, nous allons voir d'abord les conséquences dentaires des toxicités des thérapeutiques anticancéreuses, puis la prise en charge que nous proposons à l'Oncopole et notamment une prise en charge précoce de ces conséquences dentaires. Et enfin, en conclusion et en perspective, quelques éléments de réflexion pour l'amélioration de la prise en charge de ces patients. Alors, comme l'a décrit Caroline de Bataille, effectivement, les toxicités des thérapeutiques anticancéreuses, les modifications salivaires se retrouvent soit tout le long des thérapeutiques anticancéreuses et peuvent perdurer, notamment dans le cadre de la radiothérapie. Ces modifications salivaires, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, vont donc avoir un impact sur les diminutions des défenses du patient, impact sur l'alimentation, l'élocution, la déglutition et le goût. Également la perturbation au niveau du bol alimentaire et au niveau oral, on va avoir un auto-nettoyage qui va être perturbé et une augmentation du risque carieux et du risque parodontal. Et finalement, ces conséquences dentaires liées aux modifications salivaires vont concerner majoritairement le risque d'augmenter des caries, l'apparition de développement carieux chez ces patients. Alors, normalement, la salive possède plusieurs rôles, protection et lubrification des muqueuses, activité antimicrobienne, fonction gustative et au niveau des tissus dentaires, un processus donc de reminéralisation, d'auto-nettoyage des surfaces dentaires et des muqueuses. Et donc, comme nous l'avons vu précédemment, toutes ces fonctions peuvent être compromises par un traitement anticancéreux. Qu'est-ce qui va se passer? Le patient va donc présenter une hypocyalie qui va pouvoir être objectivée, qui va être mesurée, c'est-à-dire que ce débit salivaire, quand on est en salive non stimulée, à partir du moment où il devient inférieur ou égal à 0,1 ml par minute, il devient donc pathologique. Et en salive stimulée, on est aux alentours de mesures inférieures ou égales à 0,5 ml par minute. Et le patient va décrire donc cette sensation de bouche sèche, donc de xérostomie. Alors, la première conséquence dentaire directement liée à ces modifications salivaires, ce sont des hypersensibilités dentinaires. Dans ce cas-là, elles vont être présentes sur l'ensemble des dents. Effectivement, sur cette photo, donc c'est une patiente qui a eu un traitement par radiothérapie et qui a présenté donc des hypersensibilités dentinaires et d'un point de vue clinique, on ne voit pas quelque chose en particulier, mais en tout cas, la patiente rapporte de grandes douleurs majoritairement provoquées, le brossage, la prise de boissons fraîches, mais également aussi au moment du port des gouttières de fluoration. Donc, c'était vraiment présent sur l'ensemble de ses dents. À l'inverse, effectivement, l'hypersensibilité dentinaire peut avoir différentes causes, et notamment, par exemple, quand il y a des récessions de gencives. Donc là, c'est le cas d'une patiente après un traitement par chimiothérapie. Alors, ce n'est pas la chimiothérapie, bien évidemment, qui a provoqué cette récession gingivale, mais en tout cas, il y a une exposition du tissu dentaire et liée à la diminution, modification salivaire, il peut y avoir donc un impact et une dégradation au niveau de ces tissus dentaires. Donc, la deuxième conséquence que l'on retrouve avec ces thérapeutiques anticancéreuses, qui sont donc les lésions carieuses.
Alors, on connaît tous la lésion carieuse, on va dire traditionnelle, standard, classique, différentes terminologies pour la constituer. Donc, ça, elle peut apparaître, elle a un processus qui est plutôt lent, elle donc différents facteurs de risque, évidemment la modification salivaire, mais il peut y avoir aussi une alimentation cariogène et notamment aussi une hygiène orale qui est déficitaire. Donc, on peut se retrouver avec différents profils cliniques, avec soit des déminéralisations de l'émail qui sont le premier signe de némarrage du processus carieux, qui peuvent s'étendre sur l'ensemble des dents. On peut avoir aussi des lésions carieuses qui débutent sur les faces occlusales, sur les faces proximales, et également aussi au niveau des faces cervicales, donc à la jonction entre la couronne et la racine. Donc ça, c'est un processus de lésion carieuse qui est bien connu et pour lesquels la prise en charge est plutôt codifiée. Il y a également un autre type de lésion carieuse et qui est directement lié aux toxicités des thérapeutiques anticancéreuses et principalement donc la radiothérapie lors de la prise en charge des cancers des voies aérodigestives supérieures, où on se retrouve avec un aspect de carie qui démarre principalement au niveau des zones cervicales et qui s'étend au niveau des zones interdentaires, interproximale, pardon, qui a un aspect beaucoup plus brunâtre, qui est au départ totalement asymptomatique. Et s'il n'est pas diagnostiqué et traité, ce processus va se développer très rapidement pour rapidement atteindre l'ensemble des dents. Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, ce processus qui, au départ, est asymptomatique, va devenir douloureux avec la dégradation quasiment totale des couronnes dentaires et avec donc notamment la question et le risque d'avulsion de ces dents, et notamment dans le cadre de la radiothérapie, avec la complication éventuelle de l'ostéo-radionécrose. Donc, ces caries, elles sont bien documentées dans la littérature et donc suite à des traitements par radiothérapie, on les appelle donc les caries post-radiques. Mais on peut retrouver un peu ce profil clinique à partir du moment où le patient a des hypocialies très sévères. Et donc, on peut le retrouver également aussi un peu ce profil-là dans d'autres thérapeutiques anticancéreuses. Donc, effectivement, on le voit bien, c'est au niveau donc, du collet de ces dents et il y a vraiment une atteinte qui est globale et non unitaire, contrairement à la lésion carieuse plus classique. Ces caries, en fait, apparaissent en général 6 mois à 12 mois après l'arrêt de la radiothérapie. On retrouve à peu près, selon les études, 30 à presque 40% des patients qui sont atteints et voire plus de 50% dans certaines études où il y a donc une atteinte cervicale et une atteinte interproximale. Et ces caries, si elles sont connues, pour autant, il n'existe toujours pas à l'heure actuelle de consensus dans le cadre de la prise en charge de ces caries, de protocoles opératoires vraiment très codifiés, mais nous avons quand même des moyens, évidemment, de prévenir leur apparition et de limiter en tout cas leur développement très rapide. Donc en résumé, pour cette première partie, toutes les thérapeutiques anticancéreuses à différents degrés provoquent des modifications salivaires qui vont durer ou pas dans le temps, modifications salivaires quantitatives et qualitatives, qui vont avoir des conséquences directes sur les tissus dentaires, avec d'une part, et le premier signe qui peut être des hypersensibilités de l'ensemble des dents, et également aussi un démarrage des caries dentaires. Alors, quelles sont les prises en charge que nous pouvons proposer à ces patients et qu'est-ce que nous faisons à l'Oncopole? Donc, la prise en charge, pour qu'elle soit la plus efficace, il faut qu'elle soit prise en charge de manière très précoce pour prévenir l'apparition de ces lésions carieuses et leur développement. Et les interventions peuvent se faire durant les thérapeutiques anticancéreuses et après les thérapeutiques anticancéreuses. Il y a des actions qui se font au fauteuil et bien sûr des actions également aussi qui sont dites sous la forme d'informations et de conseils pour les patients. Et donc là, je vais vous présenter quelques situations qui sont donc le fruit d'une prise en charge de l'équipe du docteur Emmanuel Vigarios avec donc le docteur Caroline de Bataille, le docteur Mélanie Boulanger qui est chirurgien oral, Sabine Bettencourt et Christine Tellière qui sont aides-soignantes et également assistantes dentaires et Eric Toulouse qui est prothésiste. Donc, durant et après les thérapeutiques anticancéreuses, et Caroline de Bataille en a parlé lors de sa présentation, la première chose, c'est le maintien de l'hygiène orale
pour ces patients, avec des soins de bouche qui sont directement réalisés par Sabine Bettencourt et Christine Tellière, directement, donc, qui peuvent voir, notamment dans le cadre des patients qui sont sous traitement par radiothérapie, qui peuvent voir très régulièrement, toutes les semaines, ces patients durant leur temps de séance de radiothérapie, pour pouvoir les aider à maintenir cette hygiène orale qui va être compliquée par les radiomucites que Caroline de Bataille vous a présenté, mais également aussi des trismus qui peuvent évidemment limiter en fait l'hygiène bucco-dentaire efficace chez ces patients. Donc ces soins sont réalisés directement durant les thérapeutiques anticancéreuses et sont bien sûr aussi réalisés après les thérapeutiques anticancéreuses. Et donc là, dans ce cas ici, c'est un patient qui n'avait pas été suivi par son dentiste depuis un certain temps, donc même avant de démarrer les thérapeutiques anticancéreuses. Donc il y avait déjà quelques soins qui n'ont pas été pu être pris en charge en amont. Et puis, il n'y a pas eu non plus de suivi au moment de la thérapeutique anticancéreuse, de la radiothérapie. Donc, on se retrouve avec des dents qui sont particulièrement abîmées et une hygiène orale qui doit être donc accompagnée pour ce patient. Concernant l'hypersensibilité dentinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, la gestion de cette hypersensibilité, elle va se faire par des applications topiques de vernis au fluorure pour désensibiliser donc ces dents. Donc on a différents types de vernis possibles. Donc ça se fait au fauteuil. C'est un acte qui se fait très rapidement et qui permet, durant les thérapeutiques anticancéreuses, de diminuer ces hypersensibilités que l'on peut voir au moment des thérapeutiques anticancéreuses, mais également que l'on verra après ces thérapeutiques. Et en parallèle, la proposition de gel ou de spray lubrifiant, de gomme à mâcher sans sucre et de brumisateur d'eau thermale sont donc conseillés aux patients. Donc, après les thérapeutiques anticancéreuses, qu'est-ce que nous pouvons proposer à nos patients dans le cadre de cette prise en charge précoce? Eh bien, ça va être autour de la fluoration. Cette fluoration topique qui va viser à prévenir et prendre en charge rapidement ces altérations des tissus dentaires. Alors, la fluoration topique, on peut la retrouver sous différentes formes. Il y a d'une part les dentifrices qui ont haut dosage de fluor, donc en partie pour million, c'est ppm, on peut en trouver à 2500, 5000. Et puis au niveau des gels de fluoration qui sont à un dosage de 20 000 ppm, et les vernis fluorés que nous appliquons qui sont au-delà de 20 000 ppm pour la plupart. Donc la recommandation qui est la plus, on va dire, consensuelle, c'est en tout cas celle qui fait consensus actuellement dans le cadre de la prise en charge des patients après radiothérapie, c'est la gouttière de fluoration qui est remise donc après la dernière séance de radiothérapie. Au sein de cette gouttière de fluoration sera mis un gel hautement fluoré dans la gouttière et le port des gouttières se fera donc 5 minutes par jour tant que la salive est modifiée, donc sur un temps quand même qui est relativement long puisque les modifications salivaires vont durer dans le temps. Il y a également la possibilité de proposer à ces patients la mise en place de vernis fluorés, donc tous les 2 ou 3 mois, avec des applications régulières tous les 2 à 3 mois. Donc ça peut se faire en plus des gouttières fluorées, mais surtout en remplacement de ces gouttières, quand effectivement nous ne pouvons pas proposer de gouttières de fluoration à ces patients pour des raisons de perte d'autonomie, de situation de handicap, de trismus, etc. On peut effectivement pallier la mise en place de ces gouttières par la mise en place de ces vernis fluorés. Et enfin également une dernière thérapeutique qui peut être proposée, qui est l'application de fluorure diamine d'argent. C'est une application que l'on retrouve, qui est très développée dans les pays anglophones, qui est en France plus proposée aux patients dans le cadre de l'odontologie pédiatrique, mais également aussi pour la prise en charge des personnes âgées. On le retrouve et on commence à le retrouver dans la littérature dans le cadre de la prise en charge de ces patients en post-radiothérapie. Donc l'application de ce produit après la radiothérapie permet de prévenir la formation de nouvelles caries. Donc à la fois ça permet de désensibiliser, mais ça traite aussi les nouvelles caries qui sont en train de se développer.
Donc ça arrête ces anciennes caries, en particulier sur les surfaces interdentaires et radiculaires, où l'accès est limité pour le diagnostic et le traitement de restauration. Donc c'est vrai que ce dispositif médical a le problème de colorer la surface dentaire. C'est une action qui est censée être provisoire, puisqu'après, il y aura le remplacement par des restaurations de type ciment verionomère ou composite par la suite. Mais en tout cas, quand le patient ne peut pas revenir et qu'il y a déjà des caries qui sont déjà présentes, ce produit peut être intéressant dans ce cadre-là. Concernant les conseils que l'on peut donner aux patients, et bien sûr, c'est en premier lieu les conseils d'hygiène orale avec un brossage avec un dentifrice hautement fluoré, donc 2500 ou 5000 ppm, avec une brosse à dents à poil souple, avec un brossage 2 à 3 fois par jour. Mettre en place donc la fluoration recommandée, soit par l'intermédiaire des gouttières, soit une proposition par vernis fluoré. Continuer le suivi chez son chirurgien dentiste de manière régulière et éviter ou limiter en tout cas les boissons et aliments riches en sucre et le grignotage, qui va d'une part favoriser en fait la flore cariogène, qui va être responsable, en tout cas un facteur de risque supplémentaire de risque de développer des caries. Concernant l'amélioration de l'hydratation et de confort buccal lié aux modifications salivaires, boire régulièrement de l'eau en petite quantité tout au long de la journée, proposer aussi des substituts salivaires sous la forme de gel ou spray lubrifiant, l'utilisation de brumisateurs d'eau thermale ou minérale, et également aussi on peut proposer aux patients des gommes à mâcher ou pastilles à sucer sans sucre. Et enfin, pour protéger la bouche, toujours pareil, lié aux modifications salivaires, d'hydrater les lèvres avec un baume hydratant, lubrifier la bouche avant les repas avec de l'huile de cuisine alimentaire, adapter l'alimentation, que ce soit pour la texture, morceaux, température, et éviter des aliments très durs, acides, piquants et très chauds, limiter et éviter les boissons irritantes, café, soda et alcool, et supprimer le tabac qui va avoir une action qui va sécher donc, et irriter les muqueuses de la cavité buccale. Donc ça, ce sont des conseils que l'on peut donner pour toutes les thérapeutiques anti-cancéreuses. Donc en conclusion et en perspective, pour résumer, nous avons donc des recommandations avec une supplémentation quotidienne en fluor, parce que ce qui va être important, c'est la régularité de l'utilisation du fluor et notamment la régularité du port des gouttières de fluoration quand elles peuvent être possibles, quand cette indication est posée. Des conseils diététiques, un soutien à l'hygiène bucco-dentaire qui peut être à la fois des conseils qui sont donnés aux patients, mais également une aide directement au fauteuil pour l'aider donc à maintenir cette hygiène bucco-dentaire et un suivi dentaire très régulier. Il y a également aussi au sein de l'Oncopole un programme d'éducation thérapeutique auquel Caroline de Bataille a largement participé à la mise en place et à son développement, qui s'appelle L'eau à la bouche et qui vise donc à améliorer la qualité de vie orale de ces patients. Concernant les limites actuelles que nous pouvons rencontrer, eh bien, il y a certains patients qui effectivement, n'ayant pas eu de suivi régulier chez un dentiste, en amont des thérapeutiques anticancéreuses, des soins bucco-dentaires qui n'ont pas été réalisés, et entre le moment du bilan préopératoire et le démarrage des thérapeutiques anticancéreuses, il y a relativement peu de temps, et donc seuls les foyers dentaires actifs vont être pris en charge, mais il y a des soins comme des caries qui parfois ne peuvent pas être pris en charge et qui vont évidemment avoir un impact suite à l'arrêt des thérapeutiques anticancéreuses. Et aussi le problème des caries post-radiques qui est souvent sous-évalué et il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus dans la prise en charge. Les perspectives seraient donc notamment de créer un réseau interprofessionnel IUCT, CHU et cabinet dentaire privé pour pouvoir donc proposer à la fois des recommandations et des axes de prise en charge pour ces patients, et donc assurer à la fois en amont, pendant et après les thérapeutiques anticancéreuses pour d'une part améliorer la qualité de vie orale de ces patients et prendre en charge le plus précocement possible ces complications dentaires.
Donc avec Caroline de Bataille, nous vous remercions de votre attention et nous remercions le comité de pilotage régional des soins de support et Onco Occitanie de nous avoir permis de présenter ce thème aujourd'hui. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Comtesse. Merci, docteur Bataille. Donc, nous avons un temps d'échange avec les participants qui peuvent donc interagir directement avec vous. En levant la main, nous allons leur donner la possibilité de vous poser directement des questions. Donc, voilà, je vois qu'ils sont tous en ligne encore, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas eu de questions relayées dans l'onglet conversation, donc nous attendons vos questions. Alors moi, j'avais peut-être une première question quand même pour commencer. Je me posais la question de la prise en charge de tous ces soins, parce qu'on sait que quand on a malheureusement un cancer, souvent on a des difficultés aussi financières. Donc, est-ce que ces soins sont bien remboursés? Est-ce que ça ne pose pas de problème aux... Alors à l'Oncopole, ça fait partie de la prise, les soins que nous faisons, ça fait partie de la prise en charge. On n'a pas de devis, on fait des cotations à la Sécu et le patient n'a pas à avancer les frais. Au niveau des cabinets dentaires libéraux, c'est des patients qui ont une affectation longue durée, donc l'ensemble des soins sont pris en charge à 100% avec la LD, mais par contre, s'il y a des prothèses à réaliser, ben, ça demandera un devis et ça sera comme un patient lambda. Il n'y a pas de prise en charge en plus par rapport aux réhabilitations prothétiques, en dehors des gouttières qui sont bien sûr de fluoration prises en charge à 100%. Et après, tous les soins sont pris en charge à 100%. Les soins conservateurs. D'accord, merci beaucoup. J'avais aussi la notion, mais là je suis complètement néophyte, mais qu'il était possible de protéger la bouche, les dents, lorsque les patients subissent de la radiothérapie sur la zone de la tête et du cou. Est-ce que c'est exact ou est-ce que c'est faux? Protéger donc les dents, enfin toute la mâchoire des effets délétères de la radiothérapie. Alors, ce qu'on fait à l'Oncopole, pour certaines localisations, par exemple, c'est des localisations au niveau vélaire ou au niveau du palais, pour limiter les toxicités au niveau de la langue, on leur fait des dispositifs de cage-langue et d'ouvre-bouche, ce qui va leur permettre d'avoir une position répétitive pendant les séances de radiothérapie et d'espacer la langue pour qu'il n'y ait pas de toxicité au niveau de la langue. On ne peut pas le faire avec toutes les thérapeutiques parce que des fois, comme la lésion cancéreuse, elle est un peu en haut, un peu en bas, là, on ne peut pas. Mais dans certaines localisations, on peut. Et après, il y a la curithérapie dont je n'ai pas parlé, mais la curithérapie, souvent, ça peut être pour un bord de langue ou pour la lèvre. Et là, on fait des protections plombées pour espacer. Mais après, en dehors de ça, il n'y a pas d'autres dispositifs. Ok, merci beaucoup. Est-ce que des questions, peut-être, des participants souhaitent poser des questions? Oui, je vois que quelqu'un a levé la main. Alors, monsieur ou madame Nguyen, alors peut-être, Solène, tu peux… Oui, monsieur Nguyen. Je me retrouve souvent dans des… Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien. Oui, je me retrouve dans des cas où effectivement le patient ou la patiente va subir un traitement anticancéreux. Donc le bilan dentaire est fait. Il y a des dents qui présentent des granulomes. Alors la question souvent que je me pose, est-ce que j'extrais les dents ou est-ce qu'on tente de sauver ces dents par un retraitement canalaire? Voilà, je suis très circonspect là-dessus et souvent je me pose cette question-là. Alors, ouais. Le problème, c'est que quand
quand il y a un granulome, même s'il est présent de façon chronique, on ne sait pas s'il va pouvoir se réactiver. C'est quand même un foyer infectieux potentiel. Le patient, il peut, si la radiothérapie, par exemple, va passer par ce granulome, on ne peut pas laisser ce foyer infectieux dans la zone qui va être irradiée. Et malheureusement, c'est des dents qu'il faudra enlever si le début des traitements est bientôt, parce que si on fait un retraitement endodontique ou un traitement endodontique, il va falloir attendre 3 mois de cicatrisation osseuse pour voir si notre traitement a marché ou non. Et souvent, dans la prise en charge cancéreuse, on ne peut pas attendre 3 mois. Donc malheureusement, c'est des dents qu'il faut avulser. Et là, on prend juste un délai de cicatrisation muqueux avant le début des traitements. Donc, l'avulsion peut être réalisée au minimum dans les 15 jours avant le début des rayons. Ok, merci. Alors, je vais relayer 2 questions dans l'onglet conversation qui sont apparues. Une première question de Virginie Boisard. Au sujet donc des patients qui finalement elle exprime le fait qu'elle voit beaucoup de patients qui après 3 mois après la fin de la radiothérapie ne portent pas de gouttière. Est-ce qu'il y a une action qui peut être faite pour favoriser le maintien de ces gouttières? Alors, souvent, ça doit être des patients qui n'ont pas… la mise en place des gouttières, nous, on essaie, quand on les voit en bilan, de faire les empreintes directement. Parce qu'après, pendant les traitements, souvent, ils ont la bouche qui est douloureuse et on ne peut pas faire d'empreintes pour réaliser les gouttières de fluoration. Et des fois, on a besoin d'attendre la première visite de surveillance pour pouvoir faire les empreintes pour les gouttières de fluoration. Et même si on les a faites au préalable, on demande aux patients de les commencer qu'à partir d'1 mois après la fin des traitements pour qu'il y ait moins d'inflammation en bouche. Sinon, ça va être très douloureux, ça va piquer pour le patient. Et ce qui compte, c'est vraiment d'utiliser un apport de fluor, quel qu'il soit, mais sur la durée, le temps de la modification salivaire. Donc, si on commence 3 mois après, c'est pas grave. Mais il faut qu'après, sur le long terme, il y ait une fluoration tant que la salive est modifiée. Et la durée du port ou de l'application de fluor, quelle qu'elle soit, ça dépend vraiment de cette modification de la salive. Il y a également aussi la possibilité de placer ces vernis fluorés qui ont un dosage assez similaire avec les gels fluorés. Donc, la fréquence peut être chez certains patients quasiment toutes les semaines, voire tous les 3 mois. Ça dépend en fait soit les hypersensibilités, soit le risque cardiaque du patient. Et donc ça peut aussi être une possibilité de démarrer la fluoration de manière plus forte en attendant la possibilité de mettre en place les gouttières. Ok, merci beaucoup. Une autre question de Véronique Lafont qui nous demande si dans le cas d'une alimentation fractionnée, il faut aussi multiplier le brossage autant de fois que de prises alimentaires. Il vaut mieux. D'accord, oui, ça paraît effectivement logique. J'ai une autre question d'une personne qui n'est pas identifiée. Alors, exemple d'un patient avec une bouche très délabrée. Attendez. Oui, alors, donc la question est de savoir si un patient qui a une bouche très délabrée avant une première prise en charge, est-ce qu'on essaie de conserver le plus de dents possible avec un risque de séquelles ou le mieux est d'enlever est-ce que le mieux, c'est pas d'enlever un maximum de ces dents qui sont abîmées? Donc, je n'ai pas le nom de la personne, malheureusement, qui a posé cette question. Il vaut mieux que le patient commence sans foyer infectieux potentiel. Parce qu'après, surtout s'il y a de la radiothérapie, le problème qu'on a, c'est qu'on va avoir un vieillissement de l'os qui a été traversé, qui va durer par les rayons, qui va durer
tout le restant de la vie. Donc, plus la dose d'irradiation aura été forte et plus il y aura de risque de nécrose et d'ostéoradionécrose si on a des avulsions à faire après ou s'il y a des infections. Donc, il faut vraiment éliminer déjà les infections qui sont là. De toute façon, ça rendra service au patient, même si c'est un peu dur sur le moment, parce que sinon, ça expose le patient à des complications de nécrose par la suite qui sont compliquées à gérer, qu'on ne sait pas très très bien gérer, et si on n'en a pas, c'est bien. Voilà. J'avais vu une question par rapport au vernis. Ça peut être appliqué par un dentiste de ville, Oui. il n'y a pas de souci. Après, par rapport à la cotation, alors soit vous ne le cotez pas, c'est pendant le détartrage. Bon, c'est ce que je fais au cabinet dentaire, mais ça, c'est chacun son truc. Sinon, il faut faire un devis parce que l'application de fluor, ça ne fait pas partie des soins de la CPAM et c'est hors nomenclature. Ok, donc oui, effectivement, c'était cette question de Virginie à nouveau au sujet du vernis qui était possible, qui pouvait être mis par un dentiste de proximité. Alors, ah oui, j'ai une précision sur la question dont on ne connaissait pas la personne dont on ne connaissait pas le nom. En fait, c'est Christine Préaubert qui nous a posé cette question précédemment. Y a-t-il d'autres questions pour les intervenantes de ce jour? Je ne vois rien dans l'onglet conversation. Profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Nous sommes à quelques minutes de clôturer la session. Peut-être vous pourriez parler un petit peu plus sur le programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place. Voilà, merci. Au sein de l'Oncopole dont a parlé un petit peu Delphine. C'est un programme que nous avons mis en place il y a maintenant, je ne sais plus, 3 ans peut-être, c'était juste après le Covid. Et c'est adressé à toutes les personnes qui ont eu un cancer orofacial et qui ont eu de la radiothérapie et qui ont une modification salivaire. Ça se passe à l'Oncopole. C'est en groupe collectif. On est souvent avec 4-5 patients. Il y a 4-5 ateliers. Et des fois, le problème, c'est que le patient, on n'a pas de bon de transport pour les faire venir. Et donc, il faut qu'ils viennent par leurs propres moyens, comme ce ne sont pas des consultations médicales. Ça fait partie de l'éducation thérapeutique et ce n'est pas encore reconnu comme tel. Voilà. Mais ça apporte beaucoup de bénéfices aux patients, au RL, l'éducation thérapeutique. C'est peut-être un peu inconnu pour pas mal de personnes, mais c'est très présent en diabétologie et ça commence à émerger petit à petit au niveau de toutes les maladies chroniques finalement, et notamment au niveau du cancer. C'est très bien rodé pour le cancer du sein et les thérapeutiques qui doivent prendre au long cours. Et nous, ça arrive petit à petit pour les patients avec un cancer ORL. On s'en réjouit. Merci beaucoup. Alors, Christine revient vers moi pour une autre question. Pensez-vous développer la photobiomodulation à Toulouse? Alors, on l'avait, mais on n'est pas en très grand effectif et on a beaucoup de patients. Moi, actuellement, j'ai tous mes créneaux qui sont doublés de mes consultations. Donc, on a vraiment beaucoup de mal déjà à voir les patients qu'on doit voir. Et le problème de la photobiomodulation, c'est qu'il faut, pour que ça soit efficace, il faut voir les patients tous les 3 jours. Et il faudrait quelqu'un qui soit presque à temps plein pour ça. Il faut proposer à l'Oncopole. Tout à fait. Et excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, cette technique? Alors, nous, quand on l'avait, on le faisait pour des mucites de grade 1, 2. Et c'est un laser qu'on a, c'est une lumière qu'on expose en bouche, ça dure 2 minutes.
Voilà, sur D'accord. l'ensemble. Nous, on le faisait sur l'ensemble des lésions qu'il y avait. Alors, les paramédicaux, nous, nos assistantes dentaires qui sont aides-soignantes, elles sont aussi très surchargées parce que elles font des soins de bouche, elles font la tabacologie aussi, elles participent à des formations, elles font l'éducation thérapeutique, elles font des maquillages thérapeutiques, et j'en passe encore. Donc, elles sont que 2 et elles sont déjà très occupées avec des plannings autant chargés presque que les nôtres et elles nous assistent en même temps. Donc, elles n'ont pas le temps en plus de faire du laser, même si elles étaient formées. D'accord. Mais est-ce que c'est une technique qui pourrait être développée en ville ou pas du tout? Je ne sais pas l'intérêt en ville et puis je ne sais pas si ça se cote. Parce que le problème en ville, en cabinet libéral, forcément, ça a un coût aussi de faire fonctionner un cabinet libéral. Et je pense qu'il n'y a pas de cotation et on ne peut pas faire du HN pour chaque séance de laser basse énergie. D'accord, très bien. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la session du jeudi donc oxynatique consacrée à l'odontologie. Encore un grand merci à nos intervenantes du jour, docteur Caroline de Bataille et Delphine Comtesse. Merci beaucoup, j'allais dire Marie Comtesse. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très claires. Nous publierons dans quelques jours un replay. Vous avez dans l'onglet conversation un lien qui vous permettra de nous donner votre avis. Hein. C'est très important pour nous de connaître votre avis sur ce format du jeudi donc Occitanie. Nous consacrerons le prochain jeudi, ce sera le 14 décembre, à la question de l'ETP justement. Donc, alors pas forcément autour de l'odontologie, mais l'ETP en général. Donc, nous vous remercions encore beaucoup. N'hésitez pas à remplir le questionnaire et puis au plaisir de vous revoir sur cette session du jeudi donc Occitanie. À très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.